la séance suivante encore, mais pas au-delà de la suivante, la lecture. Et je précise qu'il s'agit bien d'une explication. Je ne fais pas un commentaire au sens où je ne propose pas des développements savants ou des prolongements dans des directions diverses, qui seraient évidemment intéressants d'explorer, mais j'essaie d'expliquer mot à mot ce que dit le texte. Et donc nous sommes toujours dans le petit chapeau que Spinoza a disposé en tête de cet appendice à la 4e partie. Et nous en étions donc au deuxième moment que j'avais intitulé « La forme mathématique de l'éthique ». Donc c'est le deuxième point. Le premier, je l'avais consacré à réfléchir sur la manière dont Spinoza se présente à nous, à savoir comme se proposant de nous enseigner quelque chose qui porte sur la droite manière, sur la manière correcte de vivre, de diriger sa vie. Et ici, donc, au fond, ce que j'explique, c'est ce mot, ce que j'ai démontré. Ce que j'ai démontré, dit-il, dans ce préambule. Donc, la forme mathématique de l'éthique. Et le premier point, je l'avais consacré à une réflexion, et je n'en ai pas tout à fait fini avec cet aspect, sur ce que signifie le sous-titre de l'éthique. Le titre et le sous-titre, bien sûr, sont en latin. L'éthique, éthique, c'est ethica, et le sous-titre, ordine geometrico demonstrata. Démontrer selon l'ordre géométrique. Démontrer selon l'ordre géométrique. Et je répète, je crois que je l'avais dit, il faut comprendre par géométrique mathématique. Il ne faut pas entendre de façon restrictive le mot géométrique comme renvoyant à cette partie des mathématiques à côté de... Pardon ? Ah oui, pardon, c'est vrai. Oulala. Merci beaucoup. Il y en a qui regardent quand même le tableau. J'ai écrit Trata, moi. Il y a peut-être même qui écoutent. Merci. En effet. Hop. Ordine geometrico demonstrata. Donc, en effet, la géométrie, non pas au sens d'une branche spécialisée des mathématiques, à côté de l'arithmétique, l'algèbre, l'analyse, les probabilités, etc. Non, géométrico, ça veut dire selon l'ordre qui est observé, suivi par les géomètres, c'est-à-dire par les mathématiciens en général. Alors, j'avais expliqué ce qui justifiait aux yeux de Spinoza le choix de cette méthode mathématique, l'expression figure aussi d'ailleurs dans les écrits de Spinoza, more geometrico, ce qui veut dire à la manière géométrique. Voilà, la philosophie de Spinoza est produite more geometrico, à la manière, selon un mode géométrique, c'est-à-dire mathématique. Et j'avais expliqué ce qui, aux yeux de Spinoza, justifie de se donner une ambition aussi démesurée peut-être, en tout cas une ambition aussi grande que de produire une éthique, c'est-à-dire un code de la bonne manière de vivre, de la produire, cette éthique, à la manière dont sont produites les vérités démontrées, les théorèmes, par les mathématiciens. Car, comme je l'avais dit, nous n'avons pas l'habitude de regarder les propositions éthiques, qu'elles relèvent de la morale ou de la politique, ce qu'englobe le terme d'éthique, mais je reviendrai sur ce que signifie le mot éthique la prochaine fois. Nous n'avons pas l'habitude de regarder ce qui concerne la morale ou la politique comme justifiable d'une démonstration mathématique, d'un mode d'approche de mathématiques et d'un mode d'établissement de la vérité. Si même nous ne jugeons pas déjà très suspecte l'idée, très suspect le projet, de produire en matière de morale et de politique des propositions qui puissent revendiquer le statut de vérité. Or, pour Spinoza, et il n'est pas le premier, puisque la philosophie est presque, pourrait-on dire, née de cette exigence,
pour Spinoza, le fait qu'on ne soit plus dans les sciences de la nature, qui à son époque même commence d'être mathématisée avec Galilée et Descartes, le fait qu'on ne se trouve pas dans le domaine des sciences de la nature ne constitue en rien un motif légitime de renoncer à l'idée de vérité, ni même de renoncer à un établissement, je dirais, de ces vérités, de la manière, sur le mode et avec les exigences les plus élevées qui existent dans l'ordre des savoirs humains, et précisément ce degré supérieur d'exigence, ce degré maximal d'exigence, il est réalisé par les mathématiques. J'avais d'ailleurs, très rapidement, j'étais remonté en deçà de Spinoza, à Platon, à Descartes, dont j'avais rapidement évoqué les raisons qui faisaient qu'ils considéraient les mathématiques comme possédant cette capacité à produire ce qui, en matière de science, eh bien, on pourrait dire, se fait de mieux. Les mathématiques, c'est la première science dans l'ordre historique, et c'est aussi, et c'est resté, la première dans l'ordre de la dignité du savoir. Évidemment, ce n'est pas pour autant que c'est la science la plus fréquentée, la plus pratiquée, la mieux connue de ceux qui ne sont pas spécialistes. Je dirais qu'en dehors des spécialistes de sciences, la connaissance, par exemple, de la physique ou de la chimie ou de la biologie est souvent plus répandue que celle des mathématiques, dont on connaît par ailleurs la réputation d'austérité, de difficulté dans l'enseignement. Alors, donc, cette conviction chez Spinoza, elle se traduit par cette ambition que j'ai qualifiée de, au moins peut-être, démesurée, en tout cas cette ambition immense de soumettre à un traitement mathématique les objets désignés par le terme d'éthique. Alors, il faut bien comprendre que on ne lit pas l'éthique pour s'informer ou se renseigner sur tel ou tel pan de la réalité, sur tel ou tel domaine. On devrait du moins lire l'éthique avec la conscience de se trouver en face d'un livre et d'entrer dans un livre dont la portée, dont les enjeux sont, alors ne reculons pas devant les grands mots, cruciaux, et même des enjeux vitaux. L'enjeu d'une lecture de l'éthique est existentiel, je l'avais dit, et cet enjeu existentiel fait l'objet, je le rappelle parce que je crois que je l'avais dit aussi, cet enjeu existentiel, cette portée cruciale, vitale d'une réflexion philosophique, telle que celle que va nous livrer l'éthique, eh bien, se trouvait déjà par Spinoza décrit dans le début de ce livre qui s'appelle Le traité de la réforme de l'entendement. Et donc, un livre qui nous place devant un tel enjeu, qui se propose de nous conduire à un niveau aussi élevé de perfection, car les termes de béatitude, de salut, dont j'avais rappelé, on y reviendra, le caractère religieux, de liberté, de vertu, eh bien tous ces termes qui au fond, même s'ils n'ont pas le même sens, évidemment ça n'a pas la même signification, les mots n'ont pas la même signification, mais tous ces mots, je dirais, convergent vers un idéal qui est un et unique, qui est un idéal de perfection supérieure. On peut aussi parler de sagesse. Quand l'idéal est situé à ce niveau-là, il faut que les moyens pour l'atteindre soient à la hauteur. Et là, on a envie de dire, mais au fond, il n'y a que deux chemins praticables. Il n'y a que deux chemins envisageables pour conduire aussi haut. Et d'ailleurs, historiquement, c'est bien ce qui se vérifie. Le premier chemin, et celui certainement qui est emprunté, mais alors de très loin, d'immensément loin, par un beaucoup plus grand nombre d'humains, c'est celui de l'adhésion à une révélation portée par, je dirais, une entité institutionnelle, ce qu'on peut appeler une église, supposée avoir reçu une inspiration, un message surnaturel. Dans la plupart des cas, je veux dire, dans les cas qui concernent l'immense majorité des humains, l'espoir, la perspective d'accéder à un tel niveau de perfection, il est porté par les religions révélées. Et donc, il est porté par la conviction d'avoir à se mettre en relation avec
quelque chose qui n'appartient pas à la nature, mais qui est d'ordre surnaturel, et de ne pouvoir y parvenir, au fond, que par des moyens eux-mêmes surnaturels, ce qu'on appelle, si vous voulez, en théologie chrétienne en particulier, la grâce. Ce qu'on appelle la grâce, un secours surnaturel, une impulsion, si vous voulez, une action surnaturelle qui vient de Dieu lui-même. Ça, c'est la première possibilité, c'est la première option, et c'est l'option à laquelle Spinoza refuse de se soumettre. Spinoza ne croit pas du tout que le salut humain puisse, et encore moins doive, passer par un tel chemin. Spinoza a trop réfléchi sur ces institutions, les églises, les religions révélées, qui se prétendent porteuses d'un message, d'un contenu surnaturel sous la forme d'une révélation. Il en a même trop fait la théorie. Et là, il faut lire le traité théologico-politique en particulier. Peut-être pas tout le traité, qui est un livre assez gros et assez lourd, qui est d'ailleurs assez fourni en érudition biblique, mais certains connaissent certainement tout à fait suffisamment le texte des Écritures pour se lancer dans la lecture du traité théologico-politique. Mais je vous ai donné quelques références de textes. Spinoza a fait la théorie de la religion comme phénomène, on va dire, humain. Et cette théorie de la religion ne le conduit pas du tout à l'idée que de ce côté-là puisse se trouver la source d'un salut véritable. Ce qui ne veut pas dire que la religion n'ait pas de fonction, ce qui ne veut pas dire que la religion n'est pas même, si vous voulez, d'utilité sociale et même une certaine dignité sociale. Les religions révélées ont droit à une certaine forme de respect, mais qui n'est pas due à des doctrines qui soient de nature à nous conduire au salut. La deuxième possibilité, le deuxième chemin, eh bien, c'est de passer par une voie qui est celle de ce que le XVIIIe siècle surtout appellera, mais on utilise déjà cette expression au XVIIe siècle, la lumière naturelle. La lumière naturelle, c'est la lumière que nous ne recevons pas d'une révélation surnaturelle, dont aucune institution ne se prétend détentrice exclusive, aucune église. La lumière naturelle, c'est la lumière qui éclaire chacun en tant qu'il fait usage des facultés que la nature lui a données, des facultés qu'il tient de son être naturel. Et donc, il nous faut, je le répète, pour accéder à un but aussi élevé que celui que Spinoza nous propose, il nous faut une voie qui soit de nature à y conduire, c'est-à-dire qui soit à la hauteur de l'exigence que définit ce but. Je répète, salut, béatitude, vertu, perfection, sagesse, ce ne sont pas des petits mots, ce ne sont pas des termes qui désignent des finalités au rabais. Et pour cela, il nous faut donc l'instrument qui soit porteur du plus haut degré de perfection, et c'est la science mathématique. C'est la science mathématique qui incarne précisément ce degré supérieur au-dessus duquel il n'existe rien pour l'esprit humain, ce degré supérieur d'exigence en matière d'établissement de la vérité. Le modèle de... si tout le monde a bien noté l'adresse, les coordonnées, je vais effacer. Le modèle de cette démarche, de cette méthode, Spinoza va le chercher, et la trace en est parfaitement visible dans l'éthique. Il va le chercher chez un mathématicien grec qui est, on peut le dire, l'inventeur de cette méthode mathématique telle que Spinoza la pratique, et qu'on appelle la méthode hypothético-déductive, qui est Euclide. Euclide, dans un ouvrage intitulé Éléments, produit ce qu'on peut considérer, car l'entreprise est absolument sans précédent dans l'histoire des savoirs humains, ce qu'on peut considérer comme la première tentative, et tentative du reste réussie, sans doute partielle, et sans doute jugée au cours du développement ultérieur des mathématiques insuffisamment parfaite, insuffisamment accomplie, c'est certain. Mais enfin, Euclide réalise pour la première fois le projet
d'une théorie mathématique entièrement systématisée sous la forme d'une démarche hypothético-déductive. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Hypothético-déductive, cela veut dire qu'on part, j'en avais d'ailleurs dit 2 mots déjà, on part d'hypothèses. Hypothèse, cela signifie, et là pour une fois l'étymologie est tout à fait fiable, cela signifie ceci, thésis en grec, thésis c'est l'action de poser. La méthode hypothético-déductive commence par poser des choses. Posons que. Et ce qui est posé, ce sont des propositions, des affirmations, et c'est posé hypo. En grec, hypo, c'est sous, dessous. C'est-à-dire qu'on pose à la base de ce qui va être produit, on pose des affirmations qui sont de nature, qui sont les définitions et les axiomes. Des définitions et des axiomes. Définition, j'appelle point, j'appelle ligne, j'appelle droite, j'appelle parallèle, etc. J'appelle cercle, triangle, carré, etc. Surface, volume. Je pose des définitions. Je pose à côté de ces définitions des axiomes, c'est-à-dire des propositions qui vont être admises, je dirais, par principe, et ici encore au sens étymologique du mot principe, c'est-à-dire ce qui vient en premier. Le principe, c'est ce qui vient en premier, le principal, c'est ce qui doit venir en premier, le principal du collège, c'est la première personne du collège. Donc, des axiomes qui sont posés donc en principe, des propositions qui sont admises. Alors, on parle quelquefois aussi, alors il y a des distinctions, mais je n'entre pas dans ces distinctions, on parle de postulat. On parle de postulat, ce qui vient d'un verbe latin, postulare, qui veut dire demander. Les postulats, c'est ce qu'on vous demande, mais on vous le demande tout autant pour les définitions, d'admettre. On vous demande d'admettre ces postulats. Alors, qu'est-ce qui justifie les définitions? Qu'est-ce qui justifie, disons, la demande que soient admises certaines propositions posées en principe? Ça, ce sont de grandes questions que doivent se poser ceux qui réfléchissent sur les mathématiques. Mais enfin, si vous lisez les définitions des éléments d'Euclide, vous serez naturellement amené à donner votre adhésion à ces définitions. Définir le point comme ce qui est sans dimension, par exemple, je dirais que ça ne pose pas beaucoup de problèmes. De la même façon que vous allez définir le cercle, l'ensemble des points équidistants d'un même point appelé centre. Ces définitions vous sont presque familières. Quant aux axiomes et aux postulats, ils sont en général, du moins chez Euclide, admis en vertu de ce qui est supposé être leur évidence propre, leur évidence intrinsèque. Citons le postulat le plus célèbre, c'est d'ailleurs sous le nom de postulat qu'on le connaît le plus souvent, le fameux postulat des parallèles, qui ceci que par un point à une droite donnée, on peut faire passer une et une seule parallèle. Voilà. Par un point à une droite donnée, on peut faire passer une, mais pas plus, on peut faire au moins passer, mais au plus, une parallèle. Bon, c'est un axiome dont l'évidence s'impose de façon assez naturelle. Ultérieurement, dans les mathématiques, ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire des mathématiques savent que ce postulat, je ne dirais pas a été contesté, parce que ce ne serait pas le terme exact, mais qu'on a pu essayer d'autres postulats, qui se sont révélés d'ailleurs assez féconds, dont l'exploration a donné des résultats prodigieusement intéressants. Ça a donné lieu à ce qu'on appelle les géométries non euclidiennes, eh bien, qui se libèrent du postulat par exemple du 5e postulat sur l'unicité de la parallèle qu'on peut faire passer par un point à une droite donnée. Eh bien, c'est ce que va faire Spinoza, qui va reprendre le principe, définition et axiome. Toutes les parties de l'éthique commencent par des définitions et par des axiomes. Il peut y en avoir qu'un, mais il y a au moins un axiome. Et à partir de là, on déduit, en enchaînant les propositions, comme je l'avais dit, et c'est ce que veut dire l'idée de méthode hypothético-déductive, on déduit et on enchaîne, alors c'est ce que Descartes appelle ces longues chaînes de raison,
et on les enchaîne selon un principe d'autonomie rigoureuse du raisonnement. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe dans les sciences expérimentales, contrairement à ce qui se passe dans les sciences physiques, chimiques, biologiques, on n'a pas besoin d'aller voir dehors. On n'a pas besoin d'ouvrir les fenêtres ou d'ouvrir la porte et d'aller se promener dans le monde extérieur pour voir ce qu'il en est. Une fois que vous avez les définitions, une fois que vous avez les axiomes, et après tout, vous êtes libre jusqu'à un certain point au moins de poser les définitions et les axiomes qui vous chantent, eh bien, les mathématiques se font dans un fauteuil. Elles se font dans un fauteuil, elles se font au bureau avec une feuille de papier, enfin beaucoup de feuilles de papier quelquefois, et puis un crayon, un stylo. Vous savez, il y a une blague qui dit les mathématiciens sont ceux qui coûtent le moins cher à l'État, parce que pour faire des mathématiques, on a besoin d'une chose, c'est une table, des crayons, des feuilles de papier, et puis une corbeille à papier. Bon, oui, parce que corbeille à papier, on essaye, et puis voilà, qu'est-ce qu'on essaye? Eh bien, on essaye, à partir des définitions et des axiomes, de tirer des conséquences, de tirer des conclusions. On enchaîne, on enchaîne. Bah, vous savez, c'est un peu comme quand on va aux champignons, on fait du chemin, mais ce qu'on trouve, on ne sait pas trop bien. Et quelquefois, en effet, ce qu'on va déduire par un enchaînement logique des propositions initiales peut n'avoir qu'un intérêt limité, ou du moins on peut n'en pas voir l'intérêt tout de suite. Bref, bon, il y a du papier à mettre à la poubelle. Alors la blague consiste à dire qu'il y a des gens qui coûtent encore moins cher que les mathématiciens à la collectivité, ce sont les philosophes, parce qu'il n'y a même pas besoin de corbeille. Ah. Ils ne mettent jamais rien à la poubelle, puisque sitôt qu'ils l'ont produit, ils sont suffisamment satisfaits pour considérer que c'est publiable. Alors, donc, méthode hypothético-déductive, et c'est ça, je dirais, l'élément, alors en un sens différent de celui d'Euclide, mais l'élément, au sens où vous parlez de l'élément marin pour les poissons, de l'élément dans lequel Spinoza va penser. Spinoza va déployer, développer son éthique de cette façon-là, et d'une façon telle qui lui semble être la plus adéquate à la production d'une éthique qu'il faut bien maintenant, enfin lâchons le mot, parce que c'est quand même ça, d'une éthique qui vise à une prétention scientifique. Ce que nous propose Spinoza dans ce livre, l'éthique, c'est une éthique, c'est-à-dire une manière de conduire correctement, droitement son existence, qui est valeur et qui est la dignité scientifique. Ce qui ne veut pas dire, si vous voulez, que toutes les propositions de l'éthique, pourront recevoir une validation scientifique, toutes les propositions d'une éthique possible pourront recevoir une validation mathématique. C'est-à-dire que dans l'éthique de Spinoza, on ne va quand même pas extrêmement loin dans l'étude, par exemple, des cas particuliers que l'éthique a à affronter. Du côté, par exemple, de la morale, du côté de la politique, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, il y a des hiérarchies à établir sur des points extrêmement fins qui vont donner lieu, d'ailleurs, à ce qu'on appelle en morale une casuistique, une étude des cas. Des cas particuliers avec lesquels il faut bien se débrouiller, armé de certains principes généraux. Dans l'éthique de Spinoza, vous n'allez pas très loin au-delà des principes très généraux qui doivent gouverner notre existence. Et donc, il n'y a pas chez Spinoza de code moral intégralement déployé dont chaque proposition puisse se prévaloir d'un statut scientifique. Mais enfin, l'idée est de produire les principes scientifiques d'une éthique, c'est-à-dire d'une morale individuelle, mais aussi d'un code de conduite collectif et donc politique. Alors, cela va se dire chez Spinoza dans une phrase célèbre, une formule célèbre qui se trouve dans le Scoli de la 23e proposition de la 5e partie. Dans le Scoli de cette proposition 23 de la 5e partie, cette fameuse proposition, ce fameux Scoli dans lequel Spinoza nous dit que nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels.
affirmation sur laquelle j'essaierai de revenir plus tard si nous vivons jusque-là. Mais je ne peux rien promettre encore. Dans ce Scoli, la 23e proposition de la 5e partie, on trouve cette formule, très souvent citée: les yeux de l'âme, par où elle voit et observe les choses, ce sont les démonstrations elles-mêmes. Les yeux de l'âme, par où elle voit et observe les choses, ce sont les démonstrations elles-mêmes. Fermez les guillemets, fin de citation. Il faut, et ça j'y reviendrai, mais je ne peux pas examiner cette question pour le moment, nous sommes trop peu avancés pour pouvoir éclaircir vraiment cette proposition. Il faudra tout de même considérer ce cas d'absolument étrange et même, je dirais, de follement ambitieux, cette idée de voir et d'observer les choses par des démonstrations. Hein, parce que ce que vous dit Spinoza ici, c'est qu'en matière d'éthique, de morale, de politique, si vous ne passez pas par la voie démonstrative, si vous ne suivez pas l'ordre géométrique, eh bien, vous marcherez en aveugle. Voilà, vous marcherez en aveugle. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être quelqu'un de bien, ça ne veut pas dire que vous deviendrez nécessairement un salaud ou incapable de vertu, mais vous irez à la vertu, et a fortiori, vous irez à la sagesse si c'est votre ambition, au salut, au bonheur, justement, au petit bonheur, la chance. Et que si vous voulez ne pas errer et ne pas tâtonner, et si vous voulez vous donner quelques chances d'atteindre le but, eh bien, il faut passer par les démonstrations. Déjà, cela, comme je l'avais déjà souligné, est quand même assez... déjà, c'est assez contre-intuitif qu'en matière d'éthique, il faille passer par des démonstrations de type mathématique. Mais ce qui est plus étrange encore, c'est que les démonstrations soient ces yeux de l'âme, ces yeux de l'esprit, âme, esprit, on y reviendra, mais pour l'instant, peu importe. Que les démonstrations soient ces yeux de l'âme, et bien entendu, les yeux, c'est ici à prendre, évidemment, en un sens figuré et métaphorique. Ça veut dire que ce n'est pas avec les yeux du corps, qu'on peut progresser vers la sagesse, et même pas vers la connaissance des choses en général. L'idée que ces yeux, que sont les démonstrations pour l'âme, puissent nous permettre de voir et d'observer les choses. Car enfin, si je veux voir et observer les choses, au sens le plus général du terme, toutes les choses qui sont, tout ce qui est réel, chose en latin c'est res, la chose c'est res, ça donne réel. Eh bien si je veux m'enquérir de la réalité, si je veux me donner une idée un peu fiable de ce qu'est la réalité, la première idée qui me vient, c'est d'y aller voir, c'est de sortir, c'est d'aller mettre le nez dehors, et de se donner les moyens pour voir et observer, de se donner des moyens d'observation, des instruments d'observation. Pour voir ce que sont les choses, il faut construire des grands télescopes, il faut construire de puissants microscopes, il faut voyager, il faut aller partout sur la Terre et un peu plus loin si on peut, il faut envoyer des télescopes en orbite, etc. Des démonstrations, se contenter de démonstrations pour savoir ce qu'il en est des choses elles-mêmes. On me dirait, vous devez savoir démontrer, si vous voulez, à partir de ce que vous savez sur les choses, déduire correctement, si vous voulez conclure correctement, si vous voulez enchaîner correctement les connaissances, d'accord. Mais que ce soit par les démonstrations elles-mêmes que je vois les choses, alors là je dis c'est quand même un peu fort, Parce que, au fond, est-ce que ce n'est pas se mettre en grand péril que de laisser l'esprit fonctionner comme ça, tout seul, de façon autonome, au sens étymologique, en se donnant à lui-même, autos, sa loi, nomos. Autonome, ça veut dire qu'il se donne à lui-même sa loi. Mais est-ce que ce n'est pas une ambition complètement délirante que d'espérer qu'on va comprendre, connaître et observer, observer les choses en passant seulement par des démonstrations. Les mathématiciens ne passent pas pour des observateurs, et quand on veut s'enquérir de ce qu'est la réalité des choses,
on n'a pas l'habitude d'aller frapper à la porte du mathématicien. On va demander, oui, aux physiciens, à l'astronome, aux physiciens, aux biologistes, et puis après, on ne parle même pas des sciences humaines, mais les démonstrations. Là, il faudra quand même rendre compte de ce prodigieux paradoxe devant lequel nous met Spinoza, que nous pourrions aller à la réalité des choses par la voie purement démonstrative, par la voie hypothético-déductive. On aurait plutôt tendance à penser que s'il fallait absolument, que si il fallait le pistolet sur la tempe, aller associer l'éthique, c'est-à-dire la morale et la politique, à une science, l'une des sciences que l'humanité a produites, on irait plutôt voir du côté des sciences expérimentales. Du côté des sciences expérimentales, du côté de ces sciences qui utilisent effectivement l'observation des choses mêmes, à l'aide de nos yeux d'abord, et puis de nos instruments d'observation, que du côté de ces sciences formelles, les mathématiques. S'en tenir à des connaissances qui viendraient des mathématiques, c'est au fond s'enfermer dans le monde mental. Vous savez, c'est Prévert qui disait « le monde mental ment monumentalement ». Le monde mental ment monumentalement. Ça voulait dire en gros, même si je ne pense pas qu'on puisse attribuer ce message sans réserve, sans nuance à Prévert, mais les intellectuels, faites attention quand même. Voilà. Méfiez-vous d'un traitement purement intellectuel, purement rationnel des problèmes, a fortiori des problèmes humains. Déjà, la physique est bien mathématisée, mais un physicien qui dirait moi je me contente des déductions formées à partir de mes hypothèses de départ, bon, les expériences, il y en a d'ailleurs qui ont essayé de faire de la physique de cette façon-là, enfin, il y en a au moins qui est connu pour s'être aventuré à faire de la physique de cette façon-là, c'est Descartes, qui écrit à un moment, je crois que c'est à Mersenne qu'il écrit un jour, oui, ce Galilée, il n'est pas mauvais, hein, il touche sa bille en sciences, mais il dit, quant à ses expériences, je les nie toutes. Bon, quant à ses expériences, Galilée fut un grand théoricien, il fut aussi un très grand expérimentateur. C'était même un prodigieux expérimentateur. Et à ce Descartes arrive en disant, moi, ces expériences, je les nie toutes. Bon, alors, et c'est vrai que Descartes a produit sa physique a priori, c'est-à-dire indépendamment de toute expérience, et que sur le plan physique, ce fut un grand mathématicien, à coup sûr, un très profond philosophe et sans doute l'une de nos plus grandes figures philosophiques européennes, mais il n'est pas réputé pour avoir laissé dans la science proprement dit, et surtout dans les sciences physiques, un héritage définitif. Voilà. Donc, voilà les problèmes devant lesquels nous sommes placés finalement. Cette ambition spinoziste, est-ce qu'elle n'est pas totalement démesurée? Il y a une petite difficulté dans le préambule, dans ce chapeau, qu'il faut tout de suite... enfin, c'est facile, hein, ça ne va pas nous demander beaucoup de temps, mais une petite difficulté... ah tiens, tu vas encore être obligé de... J'ai oublié de démarrer mon truc. Il l'a vu? Non? Tu l'as vu? Non, je ne sais pas. C'est incroyable. Hein. Une fois, j'oublie le sac, une fois, j'oublie de charger les piles, et une fois, j'oublie de le mettre en route, purement simplement. Bon, heureusement que Bernard est là pour me servir de... Bon, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Vous savez, c'est Pascal qui dit « Hasard vous donne les pensées, hasard les autres ». Bon, alors, je vais demander au hasard... Enfin, un petit peu autre chose, de me rendre les pensées que j'étais en train de développer. Il y a une idée dans ce petit préambule qui est un peu difficile à avaler comme ça. Lorsque Spinoza écrit ce que j'ai enseigné dans cette partie au sujet de la manière de régler correctement sa vie n'a pas été disposé de façon à pouvoir être saisi d'un seul regard, mais, alors c'est là qu'est le passage un tout petit peu curieux, démontré par moi de façon dispersée.
ça paraît être un oxymore, démontré de façon dispersée. Il n'y a rien de moins dispersé, il n'y a rien de plus ordonné, il n'y a rien de plus suivi, de plus systématique qu'une démonstration mathématique. Rien. Même le raisonnement du physicien, le raisonnement du chimiste ou du biologiste sont des raisonnements beaucoup plus erratiques, beaucoup plus aléatoires. Et d'ailleurs, tous les chercheurs scientifiques vous diront la part de hasard qui règne dans leur démarche. Alors bien sûr, les mathématiciens aussi trouvent des trucs par hasard, c'est vrai. Hein, vous connaissez l'histoire de... c'est le mathématicien Poincaré qui raconte avoir trouvé la démonstration de je ne sais plus quel théorème simplement en mettant le pied sur le marchepied de l'omnibus. Il prend l'omnibus et tout d'un coup la démonstration lui vient. Bon, bien sûr, il y a du hasard aussi, mais il y a du hasard dans, je dirais, les méandres, les circonvolutions du chemin que prend le mathématicien pour aboutir à ces démonstrations. Mais la démonstration, quand il l'a, elle est absolument, je dirais, automatique, presque. Automatique n'est pas un mot excessif, surtout, disons, par rapport à la référence spinoziste. Hein, parce que c'est Spinoza qui parle dans le traité de la réforme de l'entendement. Il parle de l'entendement, de l'intelligence, comme d'un automate spirituel. On en reparlera, mais il est un peu tôt maintenant pour creuser cette idée. Eh bien, alors, ce que j'ai enseigné dans cette partie a été démontré par moi de façon dispersée. C'est assez simple à comprendre. Il n'y a aucune dispersion dans le cheminement démonstratif de l'éthique. Il n'y a rien de moins dispersé. Il y a un ordre très rigoureux auquel s'astreint Spinoza. Simplement, les résultats de démontrer durant disons ce parcours de l'ordre géométrique, les résultats ne sont pas disposés de telle façon qu'ils puissent être immédiatement réinvestis dans la vie pratique, qu'ils puissent jouer leur rôle, assumer leur fonction, qui est de nous permettre de régler correctement notre vie. J'ai démontré des résultats mathématiquement, mais ces résultats, maintenant, se présentent, quand j'arrive au terme de cette quatrième partie, j'ai démontré ces résultats, mais ils se présentent dans un ordre tel que je ne peux pas, si vous voulez, en faire mon miel et les exploiter directement pour ce qui est quand même le but, à savoir d'organiser convenablement sa vie. Et donc, il va s'agir maintenant, ces résultats, de les réorganiser, de les présenter autrement. L'ordre mathématique n'était d'ailleurs pas une affaire de présentation, c'était une histoire de constitution même de la connaissance éthique. Hein. Mais maintenant, il va s'agir, maintenant que nous sommes supposés disposer d'un savoir scientifiquement établi, il va s'agir maintenant de le présenter de façon à ce qu'on puisse en faire un usage pratique, un usage dans la vie, dans l'existence, dans la vie réelle, un usage moral, un usage politique. Et donc, en particulier, il va falloir l'exposer de façon à articuler entre eux des principes, des commandements, des préceptes, ce que Spinoza appelle des dictamina. Dictamen, c'est ce qui est dicté, si vous voulez, des préceptes. Voilà, des préceptes. Eh bien, il va falloir maintenant organiser, et c'est l'objet de cet appendice, organiser les acquis précédemment obtenus dans le parcours de l'éthique sous la forme d'un système on va dire, de prescription, un système de prescription destiné à et propre à un usage pratique. Alors, il faut maintenant passer à un autre point qui a son importance. Il faut noter ceci, que l'ordre géométrique hypothético-déductif, calqué sur le modèle des éléments d'Euclide, cet ordre qui traverse l'éthique du début jusqu'à la fin, de la première définition de la première partie jusqu'à la dernière proposition de l'éthique, eh bien, cet ordre géométrique, il n'épuise pas tout le contenu de l'éthique. Il ne contient pas toute la substance de l'éthique. Il en contient la plus grande partie, mais il s'interrompt régulièrement. Pas périodiquement, pas de façon, je dirais, ordonnée, mais il s'interrompt.
C'est-à-dire que vous pouvez représenter, si ce trait représente la démonstration, eh bien, vous pouvez représenter le parcours de l'éthique de cette façon. Voilà. Bon, il y aura des blancs. Je ne sais pas compter, je ne sais pas si mon nombre de blancs est adéquat, mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Vous avez le fil démonstratif, vous avez le fil géométrique, vous avez donc ce parcours qui a sa logique, sa rigueur interne, autonome, propre. Et de temps en temps, d'ailleurs en fait, je n'ai pas du tout tracé le nombre de blancs nécessaires, il y en a beaucoup plus que ça en fait, il y en a partout, donc il faudra en mettre beaucoup plus, il y en a des plus importants que d'autres, des plus grands, des plus longs, mais il y en a partout, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ça s'interrompt tout le temps, et ça s'interrompt pour laisser la place à un deuxième niveau de discours, qui n'est plus réglé par l'ordre géométrique, mais par des exigences différentes, qui sont les suivantes. Il s'agit chaque fois qu'on se trouve au terme d'un processus démonstratif, chaque fois qu'une proposition, par exemple, ou un groupe de propositions a été démontré, il s'agit d'en tirer certaines conséquences, il s'agit d'en produire des prolongements et d'en manifester les enjeux, la portée. Les enjeux, la portée philosophique, c'est-à-dire que ce qui a été démontré, il faut ensuite l'exploiter sur un mode qui n'est plus démonstratif, qui n'est plus exactement scientifique, mais qui consiste à mettre le lecteur devant un certain nombre de conséquences de ce qui a été montré, mais de conséquences qui ne vont plus être tirées sur le mode de démonstration rigoureuse à la manière des mathématiciens, mais qui vont plutôt, on va dire, explorer des horizons, déployer des directions, parce que les propositions qui viennent d'être produites ont des conséquences du côté de ce que nous devons penser, notamment lorsque nous avons connaissance d'un environnement culturel, intellectuel, idéologique, politique, religieux, scientifique, etc. Parce que, certes, l'ordre géométrique se déploie dans une autonomie absolue, mais l'éthique est écrite par et pour, par un auteur et par des lecteurs qui vivent dans un monde où circulent des idées, où circulent des doctrines, où circulent des théories, où pensent des philosophes, où agissent des politiques, où prêchent des religieux. Et les propositions qui se trouvent démontrées au fil du processus mathématique, eh bien, ces propositions, elles vont avoir chaque fois des répercussions possibles, probables, certaines, sur ce qu'est la vie de l'esprit dans la réalité concrète de la cité, aussi bien de la cité scientifique, la cité philosophique, que de la cité politique et même de la cité idéologique, religieuse, etc. Alors ça, eh bien, c'est ce qui se passe dans les scolies. Les scolies, alors, vous avez souvent, après telle ou telle proposition, vous avez aussi, alors, quand on a démontré une proposition, vous voyez souvent apparaître, quelquefois, il n'y en a pas tellement, mais ce qu'on appelle un corollaire. Spinoza introduit des corollaires. Un corollaire, ça les mathématiciens le savent, ceux qui ont fait un peu de maths le savent, c'est un théorème secondaire qu'on peut déduire de théorèmes déjà démontrés. C'est, si vous voulez, c'est un petit supplément, mais un supplément qui découle directement d'un résultat, je dirais, plus fondamental, plus important, qui a été produit juste avant. Les scolies sont des moments où s'arrête le cheminement géométrique pour, donc, je disais, tirer des conséquences dans l'ordre, alors, dans l'ordre de tout ce qu'est la réalité spirituelle de la cité, et souvent les scolies ont une portée polémique. Spinoza vous dit, voilà, si vous acceptez, au titre de la rigueur de la démonstration que j'ai suivie, telle proposition que je viens de démontrer, alors vous ne pourrez plus, par exemple, croire, comme l'affirme tel philosophe, que, par
exemple, que la pensée fonctionne de telle façon, que le mécanisme de l'erreur est celui-ci, que nous produisons de telle façon les idées générales ou les images dans l'esprit. Vous ne pourrez plus, par exemple, être d'accord avec Descartes lorsqu'il écrit que, vous ne pourrez plus croire, comme les stoïciens, par exemple, l'affirmaient, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle et d'autres, que nous sommes doués, par exemple, de ce que les philosophes appellent le libre arbitre, une volonté libre. Voilà. Voilà. Par exemple, Spinoza vous dit, si ce que j'ai dit sur la nécessité universelle est correct, alors il faut abandonner, c'est une conséquence, c'est une implication nécessaire, il faut abandonner telle ou telle manière de voir, et là s'introduisent des aspects polémiques, quelquefois d'une grande violence, d'une grande violence. Spinoza ne balance pas des tombereaux d'injures sur ses adversaires, mais il ne les ménage pas, il dit clairement son fait. Voilà, simplement, cette théorie de l'erreur, cette théorie de la liberté, de la volonté, sont fausses. Voilà ce qu'il dit. Mais en vérité, je dirais la portée polémique, elle est dans la totalité du texte. Elle est est déjà dans la démonstration. Alors, c'est halte, si vous voulez, ou c'est pas des pauses, c'est pas des pauses, parce que ça relance toujours la réflexion, ça relance toujours la problématique, mais ce sont des moments différents qui constituent un courant, on ne va pas dire souterrain de l'éthique, parce qu'il n'est pas souterrain, il y a marqué Scoli, et puis il y a d'autres textes qui correspondent à cette manière de procéder. Ce n'est pas un courant vraiment souterrain, mais parallèlement à l'ordre géométrique, il y a un déploiement de la pensée qui n'est plus soumis directement à cette méthode hypothétique ou déductive. Alors ça se passe dans les scolies, ça se passe dans les préfaces, et ça se passe dans les appendices. Voilà. L'appendice à la 4e partie de l'éthique, c'est un de ces moments dans lesquels Spinoza s'arrête. Bon, ça permet au lecteur de souffler un peu aussi, parce que c'est vrai que suivre des démonstrations, moi je ne sais pas combien ont essayé de suivre vraiment le fil démonstratif, de suivre vraiment, de dire voilà, oui, il dit, parce que dans les démonstrations, vous avez remarqué, il renvoie aux propositions précédentes. Il dit en vertu de telle proposition, comme on fait en maths, exactement comme on fait en maths. Quand vous démontrez, par exemple, la démonstration du théorème de Fermat, pour prendre un exemple fameux, la démonstration du théorème de Fermat, elle ne cesse de recourir à des résultats précédemment démontrés, soit par l'auteur de cette démonstration, Andrew Wiles, l'anglais Andrew Wiles, soit des résultats obtenus par des démonstrations dues à des mathématiciens, d'autres mathématiciens contemporains ou antérieurs. Quand on suit l'ordre démonstratif, la vérité c'est que c'est épuisant. C'est épuisant de lire l'éthique. Si on veut vraiment lire l'éthique comme Spinoza veut que nous la lisions, c'est éreintant. C'est éreintant en termes de concentration, en termes de... Et je ne saurais en aucun cas me targuer moi-même d'avoir parcouru d'un bout à l'autre le fil démonstratif de l'éthique. Je l'ai fait pour certaines parties, pour certaines sections, oui, mais pas beaucoup, finalement, pas beaucoup. Ce qui fait qu'il me manque beaucoup de choses. Il me manque beaucoup. J'expliquerai un peu ce qui manque à celui qui n'a pas parcouru le fil démonstratif de l'éthique. Mais alors, ça permet donc ça permet de souffler un peu. C'est pour ça qu'au fond, l'entreprise dans laquelle je me suis lancé un jour, de publier à des fins d'édition scolaire ce volume que certains d'entre vous ont, dans lequel se trouvent seulement les préfaces et les appendices de l'éthique, c'est un petit peu comme si je vous disais, voilà, je vais vous montrer une poire, et puis je vous montrais le petit bout de queue noir, là, les pépins, il n'y a quasiment plus rien, quoi. C'est l'éthique vidée, d'une certaine façon, de sa substance. Bon, après, ça, la façon dont je me justifie de ce péché philosophique, ça me regarde, si vous voulez. Je ne suis pas le seul que j'ai connu, parce que dans la même collection, j'ai publié, mais ça s'est tellement mal vendu que ça a été arrêté, les leçons 1 et 2 du cours de philosophie positive d'Auguste Comte. Premièrement, Auguste Comte lui-même a renié sur le tard, en disant c'est écrit, je ne veux plus en entendre parler. Et deuxièmement, les deux premières leçons, couper les deux premières leçons de tout le reste,
c'est une abomination, c'est une aberration. Bon, voilà, donc j'ai récidivé. Mais je vous dis, ça c'est mon problème. Alors, mais enfin, il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Vous enlevez le fil démonstratif de l'éthique, le fil des propositions démontrées à partir des définitions des axiomes. Bon, alors, oui, les scolies, c'est particulièrement intéressant, c'est particulièrement riche. Les préfaces aussi sont d'une très grande importance. Les appendices, et en particulier, surtout l'appendice à la première partie, parce que des appendices, il n'y en a que deux. Il y a première partie et quatrième partie. À la fin de la troisième, il y en a un aussi qui est un petit dictionnaire du vocabulaire, du lexique spinoziste des affects. Spinoza produit la définition de chacun des affects qui entrent dans son analyse du monde, des émotions, des sentiments et des passions. Mais ce n'est pas vraiment un appendice. Il y a deux appendices, appendice à la première partie, appendice à la quatrième. L'appendice à la quatrième, c'est un résumé. L'appendice à la première, en revanche, c'est très très important. Ça, il faut absolument que vous le lisiez. Et puis, c'est une des parties les plus accessibles de l'éthique. Les scolies, alors, sont plus ou moins accessibles, mais ils sont quand même le plus souvent plus faciles à lire. C'est pour ça d'ailleurs que c'est cela qu'on fait étudier souvent aux étudiants en philosophie. Des passages, des fragments, des extraits, soit des scolies, soit des appendices, soit des préfaces. Les préfaces de la troisième et de la quatrième partie sont également des textes très importants. Voilà. Et donc, dans les préfaces, dans les appendices, dans les scolies, on a affaire à des interruptions du fil démonstratif. Il se passe autre chose qui est d'un grand enjeu, d'une grande importance, mais qui n'est pas de la même nature. Et ça, c'est ce que j'appellerais, j'ai oublié de l'annoncer pour d'en faire le titre de cette section, ce qu'on pourrait appeler la double construction de l'éthique. Voilà, il y a une double construction de l'éthique. On peut dire que, oui, il y a une double construction de l'éthique. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau, je ne sais plus quel commentateur disait, il y a un niveau froid et un niveau chaud. Alors, le niveau froid, c'est les démonstrations. Voilà, les démonstrations, c'est froid. Tout le monde sait que les mathématiques, c'est froid. Bon, tout le monde sait que c'est glacial, tout le monde sait que, voilà, c'est un monde dans lequel, enfin, si vous avez envie de vous réchauffer l'esprit, de vous réchauffer le cœur, vous n'allez pas vous planter dans un traité de géométrie ou d'algèbre. Hein. Bon, vous allez chercher du côté de, je sais pas moi, vous allez lire un poète, vous allez lire un romancier, mais mathématiques, l'idée des mathématiques pour avoir chaud dans son cœur ou dans sa tête, ça ne traverserait l'esprit de personne. Les mathématiques, c'est froid, tout le monde sait ça. Ça devient chaud dans les scolies, les préfaces, parce que là, en particulier, il y a de la polémique. Il y a de la polémique, et là, ça castagne, hein, dans les préfaces en particulier, et dans les scolies, mais aussi et dans les appendices, mais aussi dans les scolies, oui, ça castagne, voilà, la température monte, et donc il y a bien ces deux niveaux, où il y a un niveau qu'on peut qualifier de froid, et vous savez ce que ça veut dire, raisonner froidement, bon, c'est-à-dire en s'abstenant de toute considération affective. Mais attention, il ne faudrait pas croire quand même que les scolies, les préfaces et les appendices soient des lieux dans l'éthique où Spinoza s'épanche sur le plan affectif. Hein. Cela dit, on sent bien quand même que là, bon, là, quelquefois, il se lâche un petit peu. Il se lâche un petit peu. Bon, ne vous attendez pas à des débordements d'affectivité polémique en particulier, hein, mais enfin, bon, ce n'est pas la même tonalité. Pas la même tonalité. Alors, je voudrais maintenant, alors oui, là, quand vous consulterez le plan du cours que je mets à jour, je l'ai mis ce matin encore à jour sur Internet, vous apercevrez que là, j'ai oublié là, enfin, puisque le plan est là-bas, je vais le mettre là-bas. Donc le B, c'était la double construction de l'éthique, emportée par mon élan. J'ai oublié de faire figurer ce sous-titre. Et il faut maintenant, je vais quand même maintenant, avant d'aller un peu plus loin, il faut quand même dire quelques mots du plan de l'éthique. Donc, je vais vous présenter rapidement hein, le plan de l'éthique. Bon, c'est un plan qui a pour but de vous situer à peu près la manière dont le bouquin est construit. Il est divisé en parties, pas en livres. Hein, c'est un seul livre, unique, mais divisé en parties.
Cinq parties. Bon, alors là, c'est un résumé à vitesse supersonique. La première partie est intitulée « De Dieu ». Deo, de Dieu. Bon, il vaut mieux, évidemment, être averti avant de s'engager dans la lecture de cette première partie, donc de l'éthique dans sa totalité. Il vaut mieux être averti qu'évidemment, avec ce Dieu, on n'a pas affaire à quelque chose qui soit proche, apparenté à ce que nous entendons aujourd'hui sous ce terme lorsque nous réfléchissons sur le phénomène religieux, sur les religions révélées, etc. Bon, peu importe même aujourd'hui, là, à l'instant même, ce que Spinoza met sous le terme de Dieu, de toute façon, il faudra bien que je le dise en passant, mais peu importe, ce n'est pas un Dieu personnel, ce n'est pas un Dieu créateur, ce n'est pas un Dieu qui posséderait les attributs, les caractéristiques, les propriétés des dieux qu'on adore dans les églises, dans les synagogues ou dans les mosquées. Pas du tout. Bon, surtout, ce n'est pas un Dieu personnel, ce n'est pas quelqu'un, c'est, pour l'instant, on peut se contenter de dire que ce Dieu de Spinoza, Dieu pour Spinoza, est un mot qui désigne la totalité de l'étang, et j'entends par étang ce qui est, la totalité de l'étang. Voilà, tout ce qui est, la totalité de tout ce qui est, c'est ce que Spinoza appelle Dieu. On connaît la formule célèbre, Dieu, là je cite Spinoza, on peut le dire en latin, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire, Dieu autrement dit, la nature. Voilà. Dieu, c'est-à-dire la nature, Dieu autrement dit la nature, Dieu ou la nature. Ou, ça veut dire, c'est pas ou bien, c'est pas l'un ou l'autre, comme vous dites, fromage ou dessert, mais pas les deux, c'est Dieu ou bien, ou la nature si vous voulez, si vous préférez. Les deux mots n'ont pas le même sens, hein, car dire Dieu, dire la nature, ça n'a pas la même signification, mais il renvoie, il désigne la même réalité, la totalité de tout ce qui est. Il vaut mieux être un tout petit peu averti avant d'entrer dans l'éthique pour ne pas avoir la réaction du jeune con que j'étais quand étudiant en philosophie. J'ai vu ça, je me suis dit, oh, des bondieuseries, on verra ça plus tard. Bon, le problème, c'est que on peut pas, là, il n'y a pas le choix. Soit vous faites des études de philosophie et vous passez par Spinoza, soit vous n'en faites pas. Et vous ne pouvez pas dire, oui, je fais de la philo, je fais des études de philosophie, je deviens prof de philo, je passe la grecque et tout, mais Spinoza, bon, voilà, on va contourner parce que franchement, de Dieu, non, ça ne m'intéresse pas. Il y a des philosophes qui vous parlent de Dieu et à la limite, bon, vous pouvez faire une carrière de professeur de philosophie, disons, honorable, même si vous ne les avez pas tellement lus. À condition que vous ayez une petite idée de ce qu'ils ont dit, mais Spinoza, vous ne pouvez pas. Voilà, tout le monde ne peut pas peut-être avoir lu, je ne sais pas, même Malebranche, qui est un philosophe important, pourtant c'est important Malebranche, mais bon, voilà, lui il parle de Dieu, beaucoup de Dieu, hein, et ça oui, il écrit Dieu à toutes les lignes, mais c'est très important pourtant, c'est un philosophe, vraiment même on ne peut pas dire, mais c'est pas Spinoza. On ne pourrait pas dire de Malebranche ce que Hegel disait de Spinoza. L'alternative, c'est Spinoza ou pas de philosophie. Et Hegel ne voulait pas dire vous êtes spinoziste ou vous n'êtes pas philosophe. Pas du tout. Il ne voulait pas dire vous n'avez pas de choix. Un bon philosophe est un philosophe spinoziste. Non, il ne voulait pas dire ça. Il vous dit si vous n'êtes pas passé par Spinoza, si vous n'êtes pas expliqué avec Spinoza, si vous n'avez pas situé votre discours par rapport à celui de Spinoza, eh bien, vous n'êtes pas dans la philosophie. Voilà. L'alternative est Spinoza ou pas de philosophie. Ça, il faut s'y faire, c'est vrai. C'est pour ça que Bergson dira aussi tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Ce qui veut dire, la formule elle-même dit qu'un philosophe n'a pas besoin d'adhérer à la pensée de Spinoza, qui diffère de la sienne. Mais la philosophie de Spinoza est aussi la sienne en ceci que ce philosophe, il a cette philosophie, le verbe avoir voulant dire ici qu'il l'a en lui et qu'elle le hante et qu'elle le poursuit et qu'elle doit l'occuper, ne serait-ce que pour qu'il la réfute afin de situer la sienne propre par opposition à celle de Spinoza.
à l'époque de Spinoza, et longtemps après encore, au moins un siècle après, aucun philosophe ne pouvait se dispenser de s'expliquer avec Spinoza et d'expliquer pourquoi il n'était pas spinoziste, surtout. Parce que la philosophie de Spinoza était une philosophie maudite, parce que Spinoza passait pour un philosophe maudit, pour un épouvantable athée, ne croyant ni à Dieu ni à diable, et dont on ne comprenait pas comment il avait pu vivre une vie si austère, si morale, si conforme aux exigences de la vertu la plus universelle. Ça, c'était un grand mystère. Il fallait s'expliquer avec Spinoza. Il fallait surtout montrer pourquoi on ne l'était pas, ce qui était quelquefois difficile, parce que vous savez, des gens comme Malebranche ou comme Leibniz, qui étaient à peu près contemporains de Spinoza, il y a beaucoup de choses dans leur système, dans leur philosophie, qui rappelaient fâcheusement le spinozisme. On leur dit, mais vous êtes sûr là, que ce n'est pas du spinozisme, votre truc là? Pas du tout. Là, je vais vous expliquer. D'ailleurs, en effet, ça n'en était pas, mais enfin, si vous voulez, Spinoza, c'est pas une option. Bien sûr, on peut ne pas être spinoziste, et puis même peut-on être spinoziste, ça, y a-t-il des spinozistes, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas passer par là. Alors, voilà, cette première partie, je ferme cette parenthèse, cette première partie, c'est la théorie spinoziste de l'étant, c'est son ontologie. Ontologie, ça veut dire science ou connaissance ou théorie de toon en grec, l'étant. L'étant, ce qui est, si vous voulez. Voilà. Bon, ceux qui ont un peu navigué dans la philosophie savent que le mot étant n'est pas synonyme tout à fait de celui d'être, mais je passe là-dessus, ça n'a pour l'instant pas d'importance. La première partie de l'éthique, c'est l'ontologie de Spinoza. Il vous explique de quoi le monde est fait, de quoi la réalité est faite et comment elle fonctionne. Voilà. De quoi la réalité est faite et comment elle fonctionne. Enfin, pas tout à fait de quoi la réalité est faite, parce que ça, il en sera question dans la deuxième partie aussi. Donc, ontologie, métaphysique, théologie. Bah oui, c'est de la théologie, puisque la première partie est intitulée de Dieu. C'est intitulé de Dieu, donc c'est de la théologie. Ouais. Mais c'est une théologie qui n'a pas grand-chose à voir avec celle des théologiens, aussi bien du judaïsme, du christianisme ou de l'islam, puisqu'il y a par exemple dans la théologie chrétienne, dans la théologie islamique, il y a des choses qui n'existent pas du tout dans la théologie spinoziste. Quant à la théologie spinoziste, c'est une métaphysique, c'est une théorie du réel, mais qui n'est certainement pas, encore je le répète, une théorie d'un Dieu qui aurait quoi que ce soit à voir avec une personne qui aurait créé le monde et qui s'intéresserait par exemple à nous. Même si il est bien vrai qu'à la fin de l'éthique, ça a paru très étrange à certains, au point que certains ont cru que la cinquième partie était une trahison par rapport à tout le reste, mais il faut bien reconnaître qu'à la fin dans la cinquième partie de l'éthique, Spinoza parle, il parle de l'amour divin, il parle de notre amour pour Dieu, de notre amour envers Dieu, à l'égard de Dieu. Il parle aussi de Dieu, de l'amour divin. Dieu s'aime lui-même, dit-il. Bon, tout ça a paru à beaucoup de gens très mystérieux. Et je ne dis pas d'ailleurs que cela paraît absolument limpide à tous les lecteurs, mais enfin, je n'en suis pas là. Voilà. Donc, première partie de Dieu, mais ça pourrait s'intituler De Natura, de la nature. Et n'oubliez pas, surtout, l'appendice, à la première partie, dont je vous invite à prendre connaissance aussi vite que possible. Deuxième partie, de la nature et de l'origine de l'esprit. De la nature et de l'origine de l'esprit, deuxième partie. Alors là, on entre dans la constitution même de la réalité du monde, des êtres, de l'étang, et donc de la nature et de l'origine de l'esprit. Ce n'est pas que la première partie ne parlait que du corps, que des corps, pas du tout justement. C'est pour ça que tous ces titres sont quand même un petit peu problématiques, un peu trompeurs même. Parce que dans la première partie, puisqu'il s'agit des étangs et que l'esprit participe aussi de ce qui est. L'esprit, cela est. Il y a des esprits. Vous pensez, voilà. Donc vous êtes doués d'esprit. Et non seulement nous sommes doués d'esprit, nous autres humains, mais pour Spinoza, alors ça c'est encore une des étrangetés devant lesquelles sa philosophie nous place, l'esprit est partout. Il y a de l'esprit partout. Partout. Bon.
Oui, alors il y a de l'esprit partout, ce qui ne veut pas dire qu'il y a de la pensée partout, ce qui ne veut pas dire qu'il y a de la conscience partout. Alors qu'est-ce que veut dire Spinoza par esprit? Ce qu'on traduit par esprit, c'est le mot mens, chez Spinoza. C'est mens qu'on traduit par esprit. On s'est d'ailleurs un peu demandé comment il fallait traduire ça, parce que longtemps, on s'est dit, bah, c'est simple, hein, on va traduire par âme. Vous prenez la traduction Apune en GF, la vieille traduction, parce que ça a été retraduit, maintenant ça y est, c'est entièrement refait, j'ai gardé Flammarion, mais Apune traduisait par âme. Puis il y en a qui sont arrivés, les Misraï, les Potras et d'autres, bah, âme ça va pas, parce que dans âme vous avez une idée d'abord trop religieuse, au sens des religions révélées. Et puis l'âme, ça renvoie plutôt pour nous à quelque chose qui est différent du corps, indépendant du corps, qui peut être séparé du corps, uni avec le corps, mais qui peut aussi s'en libérer ou s'en aller ailleurs, etc., survivre à la mort du corps. Toutes ces idées sont trop liées à la notion d'âme et trop étrangères à Spinoza pour qu'on traduise mens par âme. Alors on s'est dit, bah, on va choisir esprit. Bon, le problème d'esprit, c'est qu'esprit, c'est assez connoté aussi quand même. Il y a plein de trucs derrière esprit, les esprits. Bon, dans l'histoire de la philosophie, c'est un terme qui n'est pas beaucoup moins chargé que celui d'âme. Au moins, il est moins chargé dans, je dirais, le lexique vulgaire, populaire. Parce que âme, ça va tout de suite du côté religieux. Âme en grec, c'est psyché. C'est psyché, ça c'est le terme, je ne peux pas l'écrire en grec, psyché. Psyché, c'est l'âme. Bon. Ah, ben vous dites, j'aimerais bien savoir ce que c'est que cette âme-là. J'aimerais bien, dans l'Assemblée nationale, je vais aller voir le psychologue, je vais voir le psychiatre, je vais voir le psychanalyste. Si vous allez chez le psychanalyste, chez le psychiatre ou chez le psychologue en disant, moi j'aimerais bien que vous me parliez de l'âme, j'aimerais bien savoir un peu plus sur ce truc-là, il va vous dire, l'âme, c'est pas chez moi, c'est à côté, c'est le curé. Lui, il va vous renseigner. Moi, je ne peux rien vous dire sur l'âme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le psychisme. C'est le psychisme. On aurait pu traduire mens par psychisme. On aurait pu. C'était peut-être la solution préférable. En fait, on a aussi essayé. Alors, psychisme, ça aurait été bien. Bon, ça ne s'est pas imposé. On a essayé aussi de traduire par un substantif qui est dérivé d'un adjectif qui vient directement du latin et dire le mental. Mais ça, c'est pareil. Ça ne s'est pas imposé parce que le mot mental en français, quand vous l'utilisez comme substantif, le mental, bah, ça veut dire autre chose. Alors le mental, c'est ce qui va plus ou moins bien. C'est le mental du sportif, c'est le mental du guerrier, je ne sais pas, enfin, on parle du moral des troupes aussi. Bon, les Anglais n'ont pas ce problème. Les Anglais n'ont pas ce problème de traduction. Parce qu'eux, ils ont un truc qui va tout de suite. Alors, c'est pas l'âme, donc c'est pas soul. Ce n'est pas l'esprit, donc ce n'est pas spirit. C'est mind, bien sûr. C'est mind. Parce que mind, en anglais, n'est pas du tout affecté par tous ces flottements. Mind, c'est beaucoup plus neutre en anglais que tous nos termes esprit ou âme. Et puis mental, c'est un peu trop étranger, c'est un peu trop étranger à nos usages. Donc, finalement, il y a ceux qui choisissent âme, ils sont de moins en moins nombreux, et puis il y a ceux qui choisissent esprit, et maintenant c'est la majorité des traducteurs. Mais pas tous. Il y en a qui disent, mais âme, ça convient bien. En tout cas, c'est pas, si vous voulez, c'est pas nettement pire que esprit pour rendre compte de mens. En revanche, évidemment, si on veut comprendre ce que dit Spinoza quand il écrit mens, il faut bien sûr être très au clair sur ce qui va distinguer la mens de l'âme, au sens où l'entendent la majorité finalement des gens, et en particulier les religieux. Par ailleurs, il y a une autre raison de ne pas traduire mens par âme, c'est que Spinoza utilise aussi le mot anima. Donc ça, c'est le principe fondamental de traduction. Quand vous avez un terme du texte original qu'il faut absolument traduire par un mot, vous ne pouvez pas traduire un autre mot par le même terme en français. Donc âme a été fermé pour traduire mens par le fait que on voit mal comment traduire anima si on ne le traduit pas par âme. Donc Spinoza connaît aussi anima, il connaît aussi animus d'ailleurs. Bon, alors tout ça, ça ne facilite pas le travail des traducteurs. C'est pour ça qu'il y a plein de notes dans les traductions. Il y a des petites notes pour dire, là, on est un peu embêté, mais on fait comme ça, enfin moi je fais comme ça. Bon, voilà. Alors, de la nature de l'origine de l'esprit, c'est là que vous allez trouver la théorie spinoziste de l'homme.
l'anthropologie spinoziste, enfin un commencement de l'anthropologie spinoziste. Vous allez trouver les bases de l'anthropologie spinoziste, de la théorie spinoziste de l'homme. Et puis, vous allez trouver aussi dans cette deuxième partie, c'est pour ça que ces titres sont un peu trompeurs, de la nature et de l'origine de l'esprit, c'est dans cette deuxième partie que Spinoza a glissé une toute petite physique, un tout petit traité de physique élémentaire. Oh, de physique, ça va pas bien loin, hein. Ce n'est pas de la physique scientifique au sens où vous allez en trouver chez Galilée à la même époque, par exemple, ni même chez Descartes. Mais il y a les principes, on va dire les principes de l'univers des corps, les principes qui régissent l'univers des corps. Les principes qui régissent l'univers des corps. Mais bien entendu, si vous entendez physique au sens étymologique, si vous entendez physique au sens du grec physis, c'est-à-dire la nature. Physis, la nature, alors il faut bien se convaincre d'une chose, c'est que chez Spinoza, tout est physique. Tout est physique, puisque tout est nature. Alors là, je renvoie à l'année dernière, pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière, le spinozisme est un naturalisme. Tout est nature, tout est naturel, rien n'échappe au régime de la nature, rien n'échappe au régime de la physis. Alors, pas au sens grec, parce qu'au sens grec, ça veut dire encore plein de choses, mais voilà, la nature physique, tout est de nature physique, mais attention, pas au sens corporel, pas au sens corporel. Le corps et l'esprit, chez Spinoza, corps et esprit ne sont pas deux mots qui désignent, qui ont le même sens, ils n'ont pas le même sens. Même si Spinoza écrit, mais ça aussi il faudra le clarifier, le corps et l'esprit sont une seule et même chose. Le corps et l'esprit sont une seule et même chose. Et pourtant, corps et esprit ne sont pas deux mots qui ont le même sens. Et Spinoza fait très bien la différence, très très bien. Mais enfin, l'esprit a sa réalité, il a sa réalité, le corps, la matière, l'univers corporel a sa réalité aussi, et leur identité qui est affirmée, qui est d'ailleurs très problématique chez Spinoza, ça ne se laisse pas facilement penser, mais cette identité du corps et de l'esprit, le corps et l'esprit sont une seule et même chose, eh bien cette identité, elle n'empêche pas évidemment qu'on ait affaire à deux aspects de la réalité qui sont différents. Mais tout ça, il faudra le clarifier plus tard, parce que pour l'instant, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Voilà ce qu'il y a dans la deuxième partie. Troisième partie, de l'origine et de la nature des affects. De l'origine et de la nature des affects. L'univers de l'affectivité humaine, les émotions, les sentiments, les passions. Ce que nous appelons émotions, sentiments, passions. Alors là, tout y passe dans l'ordre de ces réalités, de ces phénomènes, de ces objets que sont nos affections. Mais il faut traduire affect. Oui, parce que chez Spinoza, vous avez deux mots. Vous avez le mot affectus et le mot affectio. C'est pour ça que affectio, en latin, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas traduire comme le fait Apune. Ça, c'est difficile à justifier. Affectus par affection. Affectus, c'est pas affection, puisque vous avez affectio. Affection, vous ne pouvez pas le traduire autrement que par affection. Donc affectus, on va le traduire par affect. Mais affect, ça s'est imposé assez tard dans la traduction de Spinoza, parce que le mot affect est arrivé en français plutôt par la psychanalyse, assez tardivement, plutôt en fait au XXe siècle. Et donc il n'y a qu'assez récemment qu'on s'est résolu à traduire affectus par affect. Parce que quand Charles Apune traduit l'éthique à la fin du XIXe siècle, le mot affect n'existe pas en français, il n'a pas d'usage, ou sinon très très marginal. Maintenant, il est entré par la psychologie, donc on utilise affect. Les affects, ce sont les émotions, ce que nous appelons les émotions, les sentiments, les passions. Eh bien, Spinoza étudie tout ça. Et il vous fait la physique de tout ça. Il vous dit comment ça fonctionne. Voilà, comment ça fonctionne. Et il écrit une longue préface à cette troisième partie, une longue préface très importante aussi, pour expliquer à quel principe il va se tenir pour étudier tout ça. Eh bien, tout ça doit être étudié comme des phénomènes naturels. Les affects sont des phénomènes naturels, et il faut en comprendre le fonctionnement, comme on comprend le fonctionnement des phénomènes physiques, de la chute des corps, des chocs entre les corps, des marées, des tempêtes, des orages, et du tremblement de terre. Et d'ailleurs, il faut bien reconnaître que
certains affects humains ou certaines manifestations de l'affectivité humaine ressemblent d'assez près quand même à des tempêtes ou à des orages ou à des tremblements de terre. Ben, c'est comme ça que Spinoza va les étudier, selon ses principes. Un orage, un tremblement de terre, ça a des causes. Ça a des causes. Bon, un coup de tonnerre, un éclair, ça a des causes, mais les causes sont pas tout à fait les mêmes dans l'un cas comme, et dans l'autre. Et bien on étudie ça par les causes. On étudie ça comme des phénomènes naturels. Et Spinoza est, comme l'entomologiste, penché sur la fourmilière, qui se demande comment ce truc-là fonctionne. Comment ça fonctionne. Et aussi bien, il est comme le chimiste, penché sur des corps dont les composants s'associent ou ne s'associent pas, établissent ou n'établissent pas des liaisons qu'il est plus ou moins facile d'établir ou de rompre, etc. C'est ça que fait Spinoza, et c'est sur ce principe-là qu'il va étudier les affects, et c'est cette profession de foi, on va dire naturaliste, dans l'étude des affects, qui fait l'objet de la préface de la 3e partie. Et où il dit, et là on revient au More Geometrico, où il dit, on peut et on doit étudier l'univers de l'affectivité humaine comme on étudie les triangles, les cercles, les figures géométriques. Voilà. Rationalisme absolu, intellectualisme absolu. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas, bien sûr, acquérir une certaine connaissance des affects sur un mode lui-même affectif. Vous apprenez des tas de choses sur l'affectivité humaine par le chemin de votre propre affectivité. Vous sentez ce que les autres sentent. Les émotions, les sentiments ou les passions des autres ont des répercussions affectives sous forme d'émotions, de sentiments ou de passions chez vous. Vous allez obtenir une connaissance de ça. Oui, à peu près comme la connaissance que vous obtenez de la physique, du monde physique des corps, en marchant, en sautant, en grimpant, en nageant. Vous allez acquérir quelques connaissances de mécanique des fluides, par exemple en nageant. Voilà, vous entrez dans l'océan, il y a des vagues, des rouleaux, tout ça. Vous allez apprendre des trucs. Vous allez apprendre des choses. Mais enfin, vous n'allez pas aller très loin dans l'ordre physique. Eh bien, dans l'affectivité, c'est pareil. Si vous vous en tenez à une connaissance affective de l'affectivité humaine en général, une connaissance que vous tirez de votre affectivité propre, de votre vie affective propre, ce ne sera pas nul. Ça vous servira. Même ça vous servira à vous guider dans l'univers des affects. Vous saurez par exemple à l'affect que déclenche en vous le spectacle d'un affect en présence duquel vous vous trouvez, vous saurez, il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Bon, des choses qu'il ne faut pas. Il y a des affects auxquels il vaut mieux ne pas céder devant une personne qui, elle, se trouve par exemple sous l'emprise de telle passion ou de telle émotion. Voilà. Bon, quelqu'un a très peur à côté de vous, si vous pouvez essayer de ne pas avoir peur vous aussi, dans le sillage, c'est mieux. C'est mieux, parce que sinon, troisième va avoir peur pareil, le quatrième, et ça va se transformer en ce qu'on appelle la panique. Dans certaines circonstances, c'est plutôt dommageable. Donc, il y a une expérience de tout ça, mais ça ne suffit pas. Bon, 4e partie de l'origine et de la nature des affects. De l'origine et de la nature des affects. Troisième partie. Non, troisième, je l'ai dit. 4e partie de la servitude humaine ou de la force des affects. De la servitude humaine ou de la force des affects. Ça, c'est titre un peu trompeur encore, parce que de la servitude humaine ou de la force des affects, il ne va pas être question dans la 4e partie seulement de la servitude humaine. Spinoza va continuer l'étude des affects, cette étude scientifique, cette étude rationnelle, cette étude physique des affects, pour montrer comment le jeu des affects humains, ce jeu des affects humains va conduire à des formes de servitude interindividuelle, de servitude collective, de servitude individuelle au sens où vous pouvez très bien, par le jeu des affects, vous pouvez asservir quelqu'un individuellement, rapport d'individu, rapport interindividuel, mais par l'affectivité passent aussi les rapports de servitude sociale, politique, institutionnelle. Mais dans cette 4e partie, va aussi émerger une réflexion sur les conditions d'un usage libérateur des affects, d'un investissement des affects dans
un processus de libération. Les affects, c'est pas fait seulement pour nous asservir, si vous voulez. C'est fait pour rien d'ailleurs, ils sont là, ils sont là. Ils sont là comme tous nos phénomènes organiques. Et les affects peuvent jouer dans le sens de la servitude, ils peuvent jouer sous d'autres conditions dans le sens de la libération. Eh bien, tous les affects, ici, je répète, émotion, sentiment, passion, des plus, on va dire, ordinaires, des plus, on va dire, des moins intéressants jusqu'aux plus intéressants, vont être examinés dans leur fonctionnement, troisième partie, et dans leur contribution à des mécanismes d'asservissement ou des mécanismes de libération dans la quatrième partie. Alors les affects se combinent, s'opposent, se repoussent, s'associent, entrent dans des rapports de collaboration, par exemple, ou de lutte. Prends un exemple, je pense à une phrase que prononce l'un des personnages, je ne sais plus si c'est Solal ou Ariane, dans Belle du Seigneur. Ils entendent, je crois, passer une troupe d'antisémites, de nazis, ce sont des nazis, qui crient « mort aux Juifs ». Bon. Et, évidemment, cela comme on dit aujourd'hui, les interpelle. Et Cohen réfléchit sur ce phénomène, cette manifestation collective d'antisémitisme. Et il a cette parole, alors qui exprime assez bien ce que peut être une réflexion sur la manière dont les affects se combinent. Spinoza dit, Cohen dit, dans un esprit assez spinoziste, si vous voulez, c'est on s'aime de haïr ensemble. Voilà, on s'aime de haïr ensemble. Et voilà, là vous avez un exemple de ce que peut être l'analyse d'un jeu de l'amour et de la haine. Haïssez ensemble et mettez-vous ensemble à beaucoup dont chacun est quelque chose ou quelqu'un, et bien vous vous aimerez plus. Et sans doute d'ailleurs le fait de vous aimer plus renforcera en vous individuellement la haine que vous éprouvez pour ce qui est l'objet de cette haine. Là vous avez un exemple de la façon dont fonctionnent les affects dans l'esprit humain, dont ils peuvent ici s'associer pour entrer en servitude. Alors je sais, vous ne le dites pas parce que vous ne m'interrompez pas, mais il y en a qui pensent, mais vraiment, est-ce qu'on peut considérer que des nazis qui défilent ensemble en criant tous morts aux Juifs s'aiment vraiment? Oui, dit Spinoza. Oui, ils s'aiment. Alors, profitons-en pour le dire rapidement. Vous aimez vos copains nazis, vous aimez votre bien-aimé, vous aimez votre patrie, vous aimez, je prends au hasard, un exemple au hasard, moi, la tête de veau sauce ravigote. Alors attention, on va dire c'est la même chose, bien sûr, mais amour veut dire la même chose dans tous les cas. Enfin, veut dire la même chose. L'essence de ce rapport à la chose que vous aimez reste la même, d'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre. Alors bien sûr, ça se diversifie, ça se pluralise, ça se complexifie, mais les mécanismes par lesquels naît, surgit, se déploie, se développe, décroît, meurt, se transforme en autre chose, l'amour, sont des mécanismes qui fonctionnent universellement dans les processus amoureux. Amoureux, bien sûr, vous direz que vous êtes amoureux de votre chérie, mais vous ne direz pas, bien sûr, que les nazis sont amoureux les uns les autres quand ils crient ensemble mort aux Juifs. Oui, parce que l'adjectif amoureux ne recouvre pas exactement le sens du substantif et même du verbe aimer. Bon, ça c'est la langue. Hein. Vous direz que vous aimez, par exemple, vous aimez tel ou tel aliment, vous ne parlerez pas d'amour. Oui, mais ça ne change rien. C'est toujours aimer pour Spinoza. Et donc, au fond, il n'y a pas d'abîme, il n'y a pas de gouffre entre l'amour que vous vouez, par exemple, à votre chérie, et que vous accepteriez à la rigueur peut-être de voir associé à l'amour pour la patrie. Ah, parce qu'après tout, patrie, chérie, ça peut se dire aussi, si vous voulez. Mais vous accepteriez difficilement de voir associer l'amour pour votre chérie à la façon dont vous appréciez beaucoup de manger de la tête de veau sauce ravigote.
Eh bien, bon, l'exemple est mal pris parce que la plupart des gens détestent ça. Mais bon, Non, c'est bon. non, oui, je sais. C'est bon. Non, mais moi je trouve ça très bon. C'est un plat traditionnel de la cuisine française, mais il y a des gens que ça dégoûte. Et là, je comprends très bien pourquoi, parce que je me suis toujours demandé comment je pouvais avoir aimé un truc qui avait cet aspect-là. Mais bon, là, je ne parle que de moi. Alors, mais alors, je ne vais pas dire c'est pareil, c'est pas vrai, bien sûr. Spinoza n'ignore pas la différence qu'il y a entre aimer un plat, aimer un aliment, et aimer une personne, aimer son pays, ou aimer la pâture italienne du XVIe siècle. Bien sûr que non. Mais, au fond, tout ça procède des mêmes mécanismes et de la même source. Voilà. Et ce sera pareil pour la haine, et ce sera pareil pour tous les affects. Un dernier mot, non, on a fini. La puissance de l'intellect, de la liberté de l'homme. Bon, c'est l'homme à l'état de perfection. Voilà, c'est l'homme à l'état de perfection. Et c'est l'idéal auquel on prétend pouvoir nous mener. On verra que la prochaine fois, j'en parlerai un tout petit peu, mais un tout petit peu seulement. D'abord parce qu'il faudrait que je sois sûr d'avoir compris moi-même ce qu'il y a là-dedans. Mais j'en dirai quand même, je pense, un peu plus tard quelques mots. Voilà, je vous remercie. Je ne veux pas sortir après l'heure.